Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de cette émission spéciale, une émission post-cérémonie 7 février. Donc il va y avoir, entre parenthèses, une passation, mais dans la continuité du pouvoir. Et nous avons avec nous M. Larac, Bachetier Larac, qui va nous aider à comprendre, à analyser ce qui s'est passé. M. Larac, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio-Télé Métropole. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, votre première réaction, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin, le Premier ministre est arrivé et puis il a dit quelques mots et il a promis de s'adresser à la nation au cours de la soirée et il a même annoncé un conseil des ministres. Et on dirait que c'est le chef qui est entré, c'est le chef qui est venu. Donc, comment comprenez-vous cette phase de la cérémonie, avant même d'entrer dans le discours de chacun des intervenants? Bon, écoutez, il y a une déduction à faire. Ça veut dire que quand l'international parle, c'est ce qui se fait. Puisque l'ambassade américaine avait donné ses ordres, et les ordres ont été respectés. Malgré le balbutiement du conseil, enfin des membres du conseil présidentiel, et c'est exactement ce qu'ils avaient demandé qui a été fait. C'est-à-dire le pouvoir a été passé à Lizidie Fils-Aimé qui va, et pour un certain temps au moins, diriger seul. Donc nous sommes encore retournés à la version Ariel Henry, et sur demande spécifiquement des Américains. Donc nous avons constaté que les réunions au Montana et un peu partout, c'était simplement ce qu'on appelle du pipi de chat. C'était plutôt symbolique. Ah, même pas symbolique. C'était un carnaval. C'est toujours des préludes aux festivités carnavalesques, à mon avis. Et la cérémonie de ce matin de passation, bon, encore des dépenses inutiles, puisque on fait une passation pour assurer une continuité. Or, nous avons tous très peur de la continuité, parce que ce qui existait avant n'a rien donné. Pourquoi continuer? Et il fallait une rupture complète. Et donc, il aurait mieux valu une annonce de la rupture que des dépenses excessives qui auraient pu être affectées à autre chose. Et nous avons remarqué aussi l'absence de certains présidents conseillers qui ont sagement cru qu'ils auraient mieux fait d'aller chez eux. Donc, nous saluons la décision de M. Fritz-Alphonse Jean de s'être absenté d'une cérémonie, somme toute burlesque, et à plus d'un titre. Et bon, que le président Voltaire se soit présenté, le président du Conseil Voltaire se soit présenté. Il n'a pas participé à la cérémonie, non. Il s'est présenté, il a salué. A été fidèle à sa réputation. Il était d'abord en retard et ensuite s'est absenté très rapidement. Voilà. Donc, bon, il est fidèle à sa réputation. Mais en ce qui concerne le contenu des discours des deux personnages qui ont pris la parole aujourd'hui, d'abord le Premier ministre, la façon dont il s'est présenté, la façon dont il a parlé, est-ce que vous voyez quelque chose, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de lire entre les lignes? Comment voyez-vous cela? Bon, c'est une tentative de démontrer la prise de pouvoir en tant que chef, et pour dire, écoutez, j'ai pas beaucoup de choses à dire, nous allons commencer à travailler tout de suite. Mais il n'a pas pris des cours de théâtre, il aurait mieux fait ça, s'il avait demandé des informations, puisque finalement la politique c'est un grand théâtre. Et il aurait mieux joué sa partition si jamais il avait demandé conseil. Mais bon, n'est-ce pas effrayant? Est-ce une sorte de prélude à quelque chose d'autre qui se prépare? C'est-à-dire, je dispose de tout le pouvoir maintenant et je n'ai pas le temps d'écouter les autres, par exemple. Bon, je suis en train d'entrevoir quand même. Nous ne devons pas préjuger de ce que c'est, puisque c'est toujours des décisions surprenantes qui se font. Il se peut que le Premier ministre Lizidie Fils-Aimé ait effectivement des choses à dire et à proposer. Maintenant, nous allons savoir, en fait, du moins j'espère, est-ce que ce que nous pensons qu'il n'avait pas fait suffisamment durant son mandat,
était dû à un blocage de la part du CPT ou non. Puisque le CPT avait accusé le Premier ministre d'avoir bloqué certaines choses. Est-ce que ce qu'il avait bloqué était normal ou pas? Nous ne savons pas. Nous sommes toujours dans une grosse nébuleuse à savoir qui avait raison, qui avait tort, qui avait fait un travail qu'il n'avait pas fait. La dernière accusation en date, c'est celle du conseiller président Voltaire, qui avait promis de débloquer la route du Sud et qui, n'ayant pas pu le faire, a été questionné et qu'il a simplement répondu « c'est pas moi qui ai les armes, c'est la police ». Donc, prouvant que en aucun cas le CPT n'avait de contrôle sur la police nationale. Donc maintenant, le Premier ministre, il dispose du pouvoir de l'exécutif. Donc, quelles sont les premières actions M. Fils-Aimé devrait poser dans les prochains jours? Parce que vous avez parlé on devrait avoir une sorte de rupture, mais maintenant, on ne sait pas s'il va y avoir une rupture dans sa façon de procéder ou s'il s'agit de la continuité des actions qui n'ont pas donné de résultat du CPT. Vous savez, nous avons tous un seul vœu. Que nous soyons débarrassés des gangs d'une part et que nous puissions vivre tranquillement en Haïti. Et le deuxième vœu serait qu'il y ait des présidentielles pour légitimer le pouvoir. Donc, il n'est que de souhaiter que le Premier ministre réussisse à faire ça. Donc, comme action qu'il devrait poser dès le départ, c'est nous allons voir combien de membres de son gouvernement il va changer. Alors, je viens d'avoir une information. On me dit que le ministre des Finances, lui, il est parmi les têtes qui vont être coupées. Donc... Et démissionnaire. Bon, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Bon, mais il a été celui qu'on a désigné pour remplacer le Premier ministre. Donc, la résolution qui n'a jamais été entérinée au niveau du moniteur. Bon, il y avait un faux moniteur de publier ce matin aussi. Nous avons tous vu ce fake moniteur. Mais bon, et je ne vois pas pourquoi il s'en irait s'il avait fait un bon travail. Et si jamais il s'en va, est-ce que c'est volontairement qu'il s'en va ou est-ce qu'il sera... Non, moi j'ai appris, on vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il va y avoir un conseil des ministres et l'un des points à l'ordre du jour, c'est le renvoi de ce ministre-là. Donc, bon, tout peut se passer. Il peut y avoir des changements, mais quand même, et c'était pratiquement l'un des points à l'ordre du jour. Dès qu'il va renvoyer les ministres, chacun des ministres qui font pas, chacun des ministres du gouvernement sont des suppôts ou ils sont en mission pour certains partis politiques ou certains secteurs politiques. Donc, dès que le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, va procéder au renvoi de n'importe quel ministre, il va avoir sur le dos, contre lui, ces partis politiques qui ont leurs représentants. Donc, on saura qui sont ses alliés à partir des ministres qu'il va garder. Donc, j'aurais bien aimé savoir si le Premier ministre aura au moins l'intelligence de mettre fin à la fonction du ministre de la Défense. C'est ce qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que c'est par rapport au scandale de détournement de fonds de plusieurs millions de gouttes? Écoutez, quand vous recevez des blindés militaires et que vous les remettez à la police nationale, c'est vraiment ne rien comprendre à ce qu'on appelle la défense. Et là, ce sont des choix très bizarres qu'ils ont faits, d'une part. Et ensuite, le ministre de la Défense, avec le scandale qui a eu lieu, là maintenant, dénoncé par son directeur général, on voit bien que le ministère de la Défense dans son ensemble ne fonctionnait pas. Quand on voit que nous avons une armée aussi pauvre que celle que l'on a, puisqu'il y a des militaires, bon, c'est très dur de dire ça, mais les bases ne sont pas approvisionnées régulièrement en nourriture. Le minimum requis pour qu'une armée fonctionne n'existe pas. J'ai vu des chars flambant neufs, évidemment des chars de transport de troupes, des véhicules de transport de troupes flambant neufs sur Delmas ce matin. J'espère que l'armée ne va pas commettre la même erreur que la police à utiliser ces véhicules de transport de troupes comme des postes militaires. Puisque la fonction de l'armée est de rester par terre, comme ils le disent vulgairement ici, pied-sol. Alors que je vois que ce n'est pas ça. Si les militaires se comportent comme les policiers, ce n'est pas la peine d'avoir une armée. Évidemment. Mais
Vous savez, je n'ai pas d'aminosité particulière, je ne connais pas le ministre de la Défense. Je ne le juge que par ce qu'il a fait, ou ce qu'il n'a surtout pas fait. Et accuser le gabegie administratif, bon, c'est bien facile d'accuser quelqu'un, mais voir au fait qu'il y a effectivement gabegie, puisque les directions sont nommées un petit peu partout, sans qu'il y ait d'armée, là où ils nomment les directions générales, voir que l'armée est très mal équipée, alors que il y a énormément de militaires qui sont engagés comme agents de sécurité pour des... Enfin, j'espère d'ailleurs... Des VIP, C'est une des choses c'est un acquis que nous avons avec le renvoi du CPT tel qu'il est. Ouais. Nous avons... On va récupérer certains militaires et beaucoup de policiers valables. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont se mettre dans la bataille. Et bon, tout ça, c'est pour dire que le Premier ministre, avec les premières décisions qu'il va prendre par rapport à son cabinet ministériel, nous saurons s'il est sérieux ou s'il ne l'est pas. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il doit remplacer son cabinet totalement pour montrer qu'il va donner le ton? La ministre des Sports est responsable de beaucoup de scandales financiers, devrait être renvoyé. Le ministre de la Défense doit être renvoyé. Et il y a d'autres ministères. Les choses doivent être investiguées correctement. Il faut qu'il ait avec lui une commission de gens sérieux pour pouvoir faire ce genre de choses. On va procéder par le ministre des Affaires étrangères, avec le stade de la diplomatie, là, maintenant, ils doivent être renvoyés. On ne peut pas avoir détruit ce pays autant pour ne pas le renvoyer. Il faut que le ministre de la Justice, maintenant, prenne son rôle au sérieux et puisse juger ces gens et ne pas les laisser partir comme ça. Et il n'est pas normal que des gens ayant été s'étant servi des deniers de l'État, donc de nos finances, puissent partir et aller vivre à l'étranger et dans les pays aller se sauver ou se cacher. Sans s'inquiéter. Alors, ce que moi je voudrais savoir, aujourd'hui, on peut dire que la classe politique n'a rien apporté en guise de solution à la crise. Bon, probablement, la classe politique a peut-être accéléré la détérioration de la situation. Aujourd'hui, les membres, les leaders politiques, les chefs de file n'ont pas pu avoir des discussions sérieuses pour pouvoir proposer quelque chose, une alternative au CPT. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la classe politique actuelle? Est-ce qu'il s'agit d'un renouveau? Donc, on va voir d'autres leaders qui vont émerger. Est-ce que ces personnes qui sont là aujourd'hui ne vont plus servir à quelque chose ou à rien? J'espère. C'est un espoir que ces gens s'en aillent. J'espère que c'est la réalité. Que cette classe politique, enfin ces dirigeants politiques des 20 dernières années, qui ont été toujours au devant de la scène, qui n'ont rien donné, et nous ont fait qu'ils ont produit ce qui était là maintenant, qu'ils s'en aillent. Il n'y a pas moyen d'accepter que nous ayons des gens comme ça à parler encore. Si nous acceptons qu'un leader politique ayant participé à cette mascarade arrive encore et parle au peuple, c'est que nous méritons d'être contrôlés. C'est pas un vœu, c'est plus qu'un vœu de se débarrasser des leaders politiques. Maintenant, c'est une facette. Maintenant, est-ce que ces politiciens-là ne vont pas mettre M. Fils-Aimé en difficulté, c'est-à-dire réaliser des manifestations de rue, justement pour protester contre sa présence seule à la tête de l'exécutif? Je ne pense pas, Marvin. Et pourquoi? Qu'un leader politique puisse réunir 20 personnes dans la rue. La raison? D'abord, ils ont prouvé qu'ils étaient des vicieux. Ils sont responsables de beaucoup de gabegie. Chaque leader ayant placé quelqu'un à côté du CPT, ou comme directeur général ou comme ministre, a touché de ce directeur. Il y a eu des détournements, pas vraiment. Et donc, ils ne vont pas risquer ce qu'ils ont gagné pour financer les rues, à moins qu'ils aient la garantie de gagner beaucoup plus. Non. Donc, j'espère qu'ils auront l'intelligence de gagner, de garder l'argent qu'ils ont déjà mal acquis. Et alors, responsabilité de l'État, d'un prochain ministre de la Justice, à pouvoir récupérer, bon, non. Mais le peuple haïtien en général ne croit plus en ces choses-là. Et heureusement. Il n'y a pas eu de manifestation, et quand on voit une manifestation, il n'y a pas 30 personnes dedans.
les bandes de carnaval, pendant les dimanches pré-carnaval, sont beaucoup plus de monde. Donc, je suis sûr qu'ils ne pourront pas réunir, à moins qu'ils se mettent ensemble. À 20 personnes chacun d'entre eux, ça nous ferait à peu près une centaine de personnes maximum. Mais maintenant, quid des bandits? Donc, depuis quelques semaines, on n'a pas entendu parler d'exactions énormes des bandits. Bon, certainement, il y a des zones... Exactement, il y a des kidnappings, notamment à Delma. Il y a des communes où on ne peut pas dire que ces actions ont été intensifiées. Mais quand même, il y a... Keskov se plaît encore. Keskov, exactement. Et l'Artibonite n'a pas encore... Au niveau de l'Artibonite, mais il y a une sorte d'accalmie au niveau du centre-ville de Port-au-Prince, et pas dans l'Artibonite, mais plutôt dans le centre. Moi, ce que j'allais vous demander, est-ce qu'on peut redouter une action, une offensive de la part des bandits armés, peut-être manipulée ou encore... pas manipulée forcément, mais guidée par des gens de l'opposition. Bon, cette opposition qui va se constituer, bien sûr. À ce moment, ce serait intéressant de voir une situation comme ça, effectivement. Pas intéressant qu'il redouble on va voir qui fait quoi. D'agressivité, mais intéressant parce que ces jours-ci, la technologie et la situation actuelle permettra de savoir qui finance ou ne finance pas les gangs. Donc, s'il y a un leader politique, enfin, leader, c'est une façon de parler, s'il y a un chef de parti politique à financer un gang ou pour pouvoir gêner le Premier ministre Alexis Didier-Fils-Aimé ou gêner la politique quelle qu'elle soit, on va vite le savoir. Il sera non seulement sanctionné par l'international, mais heureusement, les forces semblent être assez équipées maintenant pour mettre la main sur lui. Il y a Éric Prince en Haïti qui apparemment travaille avec ses drones, et puis il y a eu beaucoup de rumeurs de forces américaines qui sont venues dans le pays, des choses comme ça, il y a des bateaux. Donc je crois que le support est à nos portes et que nous avons les moyens maintenant, enfin j'espère que c'est vrai ce que je dis, que nous avons les moyens de mettre fin à ces agissements. Donc si jamais un leader politique s'aventure à utiliser des gangs pour pouvoir exercer une pression politique quelle qu'elle soit, eh bien, ce sera un mauvais calcul ces jours-ci, à mon avis. Mais bon. Bon, on est en Haïti, tout peut se passer. Oui, tout peut se Alors, passer. quid des élections? Il y a le CEP qui a publié un calendrier électoral. Aujourd'hui, est-ce que le Premier ministre peut à lui tout seul réaliser les élections ou aura-t-il besoin d'un accord politique pour rassembler les partis, les chefs de parti, les acteurs, les autres acteurs, afin de pouvoir trouver un consensus pour organiser les élections? Il va falloir un consensus, c'est évident, mais il va falloir un autre CEP. Celui-ci n'est pas très sérieux dans sa publication et dans sa précipitation à publier un calendrier électoral. Et c'est de la poudre aux yeux. Et je pense qu'il va falloir un autre CEP et beaucoup plus pragmatique. Et enfin, ensuite porteuse aussi. Il faudrait que ce CEP soit porteur d'une autre manière de faire les élections. On ne fait pas des élections pour avoir un président. On fait des élections pour avoir une gouvernance pour le pays. Mais la gouvernance, ce n'est pas seulement la gouvernance centrale avec le président et ses ministres. Il y a des gouvernances municipales, régionales. Il faut mettre sur pied ces gouvernances-là. Il faut que les choix soient corrects. Il va falloir que ce CEP-là travaille sur comment inviter des gens capables et les former aussi, leur donner pas seulement un bulletin, si vous voulez, une fiche d'inscription à une compétition électorale, mais fixer les règles de gouvernance, se mettre avec d'autres institutions pour fixer certaines règles de gouvernance, pour que quelqu'un sache vraiment s'il postule pour un poste, pour les compétitions électorales, il doit savoir à quoi il est tenu s'il réussit. Donc,
on doit avoir cette partie-là n'a jamais été développée par les institutions haïtiennes et ils devront l'être pour qu'on soit sûr d'avoir. Si on est embarqué dans la construction d'un pays, il y aura des choix à faire. Et je ne dis pas que les choix doivent être faits par des gens qui ne sont pas légitimement élus. Si nous devons avoir des gens qui puissent faire des choix pour nous, il faut que ce soit des gens qui aient les compétences pour les faire, qui connaissent leurs droits et leurs devoirs et qui aient les compétences pour le faire. Donc il va falloir que le CEP trouve des institutions sœurs pour pouvoir jouer ce rôle. C'est, en principe, ce serait ça. Aujourd'hui, il y a Washington qui supporte le Premier ministre haïtien. Il y a d'autres capitales européennes également. Alors, ce support, est-ce une forme de vassalisation ou aujourd'hui, est-ce qu'on est maître du destin de ce pays? Ou est-ce qu'on va réaliser les élections telles quelles pour faire plaisir à Washington ou à l'Union européenne? Ou est-ce que le Premier ministre a toutes ses cartes en main pour pouvoir diriger la transition? Il y a un ami qui m'a écrit quelque chose ce matin. Et il a lu mon texte et il a écrit quelque chose ce matin. Il me dit que il ne pense pas que le problème d'Haïti soit tant dans la souveraineté, le choix entre la souveraineté et l'assistanat. Quoique nous devrions, alors le choix n'est pas non plus dans le rejet de 1804, mais dans une manière de trouver la formule pour appliquer l'esprit de 1804, de l'adapter à 2026. Et je crois que là, la réflexion devrait plutôt se porter à quelle gouvernance nous voulons, quel pays nous voulons. S'il faut qu'il y ait une diplomatie et qu'elle soit intelligente et respectueuse de notre culture, elle devra aussi tenir compte du projet haïtien. Or, il n'existe à l'heure actuelle aucun projet haïtien. Il n'y a aucun parti politique, aucun secteur de la société civile à avoir soumis un projet haïtien. La seule démarche qui mérite d'être applaudie, je ne parle pas des résultats de la démarche, mais l'initiative mérite d'être applaudie, ce sont les états généraux de l'éducation. Il nous faudrait des états généraux de chaque domaine. Il faut pour la santé publique, il faut pour l'éducation, la sécurité, les infrastructures. L'agriculture également, parce qu'on a plusieurs millions de personnes, plus de la moitié de la population qui nécessite une aide. Le projet pays viendrait de la synthèse de ces états généraux. Et cette synthèse nous permettrait d'avoir une constitution adaptée à la réalisation. Donc pour ça, il faut une diplomatie dynamique et intelligente. Nous ne nous battons contre personne. Nous avons des choix à faire. Il faut que ces choix soient publiquement diffusés ou débattus pour que nous soyons sûrs de prendre le bon chemin pour arriver à ces choix. Il faut une réévaluation régulière du cheminement pour que nous puissions savoir s'il y a eu erreur là, si nous pouvons rectifier la balle. Il ne faut pas, et en 2026, nous ne devons pas écarter la participation de la diaspora dans ces choix. Puisque nous avons la majorité de nos compétences à l'extérieur. Si Haïti et la société changent la perspective d'analyse des choses, moi je ne veux pas dire que nous avons perdu notre intelligentsia parce qu'elle est partie dans la diaspora. Je préfère croire que nous avons fait une conquête. C'est presque un butin de guerre. Ce que nous n'avons pas pu obtenir par la force, nous l'avons maintenant par, si vous voulez, l'infiltration. Puisque aujourd'hui, le nombre d'Haïtiens vivant aux États-Unis a pu imposer
a pu s'imposer dans le choix des dirigeants américains. Aujourd'hui, c'est la communauté haïtienne, peu en Floride, ou à New York, ou à Boston, être comptée et être sollicitée pour choisir des dirigeants américains, ça veut dire que c'est une conquête que nous avions faite. Il existe comme des vétérans dans l'armée américaine, dans peu nombre, des vétérans et des soldats ou des militaires d'actifs dans l'armée américaine aujourd'hui, et des haïtiano-américains, le nombre est beaucoup plus important que l'armée d'Haïti n'en a connu de 1804 à nos jours. Alors comment le pays peut-il bénéficier de cette conquête-là? Écoutez. Jusque-là, on n'a pas vu les résultats de manière concrète en Haïti. On parle de ces gens qui brillent à l'extérieur, qui font des merveilles, entre parenthèses, mais pour Haïti, on a l'impression que personne ne pense à Haïti. Parce qu'il n'y a pas de diplomatie intelligente, il n'y a pas de réflexion intelligente, de réflexion pays. Il y a une guerre constante pour la prise du pouvoir. Mais celui qui détient le pouvoir, finalement, ne se soucie pas d'avoir une réflexion intelligente pour certaines choses. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Si mon projet pour l'armée est de rééquiper et d'entraîner mon armée, je ne peux pas continuer à dépendre des universités ou des académies militaires étrangères. Si je demande, allons prendre un exemple très simple, nous savons que le président Trump est très axé sur la rentabilité financière des choses. Bon. Nous savons qu'il a des bateaux dans la rade pour combattre la drogue ou faire un blocus sur le Venezuela. Est-ce réellement la vraie raison? Non. Écoutez, les États-Unis ont en permanence, et ça se trouve sur Google, je n'importe quoi, avaient en permanence 18 bateaux dans la mer des Caraïbes. Pour diverses raisons. Contrôler le trafic de drogue, contrôler l'immigration. Et sur leurs côtes, ça veut dire qu'ils ne veulent pas avoir de gens sur les côtes de Porto Rico, de la Floride, etc., etc. Maintenant, le président Trump a augmenté le nombre de bateaux pour la question vénézuélienne. D'ailleurs, avant de retourner chez eux, il leur a demandé de faire un petit tour en Haïti pour montrer aux Haïtiens récalcitrants ce qu'il aurait pu bien faire. Je crois que c'est une démonstration de force qu'il a faite. Mais si la diplomatie était intelligente, il y avait une réflexion militaire, on aurait dit à M. Trump, écoutez, vos bateaux, les chiffres sont sur Google, je ne les invente pas. Chacun des bateaux qui étaient dans la rade en temps normal, des 18 bateaux, coûte 8 millions de dollars l'an en entretien, sans l'amortissement du prix du bateau. Si on dit à M. Trump, écoutez, vous vous battez contre une immigration illégale qui envahirait vos côtes. C'est ce qui vous intéresse d'abord. Ensuite, le trafic de la drogue. Laissez-nous faire ce travail aussi, avec notre marine. Donnez-nous 4 de vos bateaux, des 18, pour commencer avec notre marine. Entraînez nos marins. Et ça va vous coûter, au lieu de 8 millions de dollars, ça va vous coûter 3 millions de dollars. Je suis sûr qu'il va réagir autrement que de dire je ne donne pas à l'armée d'Haïti. Parce que si l'armée, je desserre mes côtes, puisque je les surveille aussi. Mais est-ce qu'on n'a pas peur de dialoguer avec l'étranger? Est-ce qu'on n'a pas peur de dire à l'étranger ce dont on a besoin réellement? Ce n'est pas ce dont seulement on a besoin. Je dois d'abord savoir ce que l'étranger veut ou voudrait. À partir de ce qu'il veut, on peut réaliser l'échange. Je peux choisir ce qu'il me faut. Et des deux, je peux faire une balance, lui donner un peu de ce qu'il veut pour obtenir ce que je veux. C'est ce que moi, je crois, qui m'a été dit, qu'on appelle la diplomatie. C'est l'art de discuter et de partager des intérêts. Maintenant, si nous n'avons pas une diplomatie intelligente, consciente des objectifs à atteindre, eh bien, nous n'allons pas avoir ça. Telle qu'elle est maintenant, cette diplomatie ne peut rien donner.
Exactement. Il nous faut établir un contact régulier avec la République dominicaine. Vous avez dans le ministère de la Défense de la République dominicaine tout un étage consacré simplement à Haïti. Tout l'étage est consacré à Haïti. Ils savent tout de nous. Si vous allez au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense, personne ne parle espagnol. Au ministère des Affaires étrangères ici, si la personne qui est hispanophone se déplace pour prendre son déjeuner, vous allez devoir attendre 2 heures de temps pour avoir la traduction de documents en espagnol. Mais ce n'est pas normal. Alors que c'est notre plus proche voisin. Il y a mieux. 60% de l'armée dominicaine est négroïde. 60% de l'armée est négroïde. De ces 60%, il y a eu de bonnes suspicions que près de 70% de ces 60% seraient d'origine haïtienne. Voilà. Écoutez, vous avez un président Abinader qui a fait sa campagne contre Haïti. Vous n'avez, il a des suppôts en Haïti qui agitent des choses, etc. Il y a toujours un espionnage ou des choses. Vous n'avez personne en République dominicaine à aller parler à ces petits soldats noirs ou ces officiers noirs pour vous dire, écoutez, vous êtes plus comme moi que vous n'êtes comme lui. Quand il dit du mal de moi, il parle de vous également. Il n'y a rien. Exactement. Alors, il y a 2 points que je voudrais aborder avec vous rapidement, avant même de remettre l'antenne. C'est la question sécuritaire d'abord. Et puis, on va voir la question gouvernance. Premier ministre, président, est-ce un tandem qu'il faut garder au niveau de la Constitution? Parce que, quand même, il va y avoir toujours une lutte pour la prise ou encore pour le maintien du pouvoir. Mais avant tout, le Premier ministre a abordé la question sécuritaire d'une manière que l'on sait déjà. Est-ce qu'il doit continuer sur cette voie ou quelles sont les réformes doit-il apporter justement pour pouvoir donner du résultat? Écoutez, qu'il aborde sur cette voie, qu'il prenne l'international en support pour pouvoir régler le problème, je n'ai aucun avis contraire. Mais que rien ne soit fait pour rendre capables nos troupes à nous pour un avenir prochain. Parce que si l'international détruit tous ces bandits qui existent là maintenant, il y en aura d'autres qui vont venir après. Et nous ne sommes même pas sûrs qu'ils pourraient les détruire tous. Mais si nous n'équipons pas nos forces à nous, nous ne les préparons pas pour qu'ils puissent, dans l'avenir, dans le prochain avenir, et répondre eux-mêmes à cette question-là, nous allons toujours avoir besoin de l'international. Or, je ne vois aucun effort de ce côté. On ne doit pas penser équipement pour répondre au conjoncturel. Il y a un futur. Et nous allons toujours exister comme pays. Donc il va falloir que régulièrement nous fassions et nous confrontions à des problèmes de sécurité. Ça fait partie. Il faut s'attaquer au structurel, notamment, surtout avec l'aide étrangère, on peut faire quelque chose, mais pour la durée, pour le long terme, on ne peut pas compter sur l'étranger. Écoutez, un exemple simple. Logiquement, est-ce qu'il est intéressant d'avoir 10 000 soldats très rapidement ou la quantité de policiers, je vois qu'ils sont en train de former et de manière accélérée. Et par contre, pour les policiers, je voulais attirer l'attention du chef de police pour lui dire que j'ai vu des agents de la circulation, un grand nombre dans les rues, en stage, d'après moi. Mais dans les signes qu'ils font pour les véhicules, on ne sait pas trop s'ils veulent demander à un véhicule de passer ou s'ils demandent de lever les bras parce qu'il y a un passage de bande carnavalesque. Parce que j'ai pas trop bien compris. C'est pratiquement lever mais en les battre bravo pour carnaval va passer. Donc il faudrait faire la formation un peu mieux. Et d'un autre côté, est-ce que former les soldats très rapidement pour aller se battre contre les gangs, ou bien au Guantanamo, avoir des stages à l'étranger, à Mexico, etc., ou bien se concentrer sur 500 soldats
avoir une unité d'élite auquel on aurait pu confier des missions spécifiques. Ce serait beaucoup plus intéressant que d'avoir 10 000 soldats. Beaucoup plus pragmatique. Donc je n'ai jamais compris, moi, pourquoi on s'attarde sur le nombre de soldats qu'on voulait créer. Mais la qualité, les matériels qu'ils doivent disposer. Vous ne voulez pas. Nous n'avons pas d'argent en tant que pays, et je le conçois, pour commander beaucoup d'équipements. Mais si l'équipement que je commande, celui qui l'utilise est formé à son utilisation, je perdrai moins de chars. Donc laissez-moi travailler sur la qualité. Le temps que ça me prendrait, ça veut dire que du temps que nous avons perdu là, depuis la montée du CPT, nous aurions pu former 2 corps d'élite. C'est-à-dire que ça prend à peu près 8 mois pour former un soldat normalement, et 8 autres mois pour le rendre vraiment fonctionnel en termes de soldats d'élite, pour en sélectionner. Donc nous avons perdu un temps immense et nous n'avons rien formé. Pas seulement un temps, mais aussi beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est une question épineuse. Alors, faut-il supprimer la primature en Haïti? Parce que depuis toujours, on a l'impression qu'il y a une guerre entre les premiers ministres et les présidents. Et le malheureux épisode entre le CPT et M. Fils-Aimé, ça laisse vraiment de goût amer. Même, je ne peux même pas parler de souvenirs, parce que c'est encore frais. Mais est-ce qu'on ne devrait pas penser à gouverner le pays d'une manière plus pragmatique? Parce que j'ai l'impression que nous, les Haïtiens, on n'est pas encore prêts à pratiquer cette forme de démocratie où le Premier ministre sait qu'il a telle ou telle forme de pouvoir, et le président, lui, il sait qu'il a tel type de pouvoir. Donc, on a l'impression que chacun veut essayer de chasser l'autre, justement pour prendre sa place, pour pouvoir régner en maître et seigneur. Écoutez, moi, je crois que la compétition est bonne. Mais elle est malsaine pour le moment. Écoutez, nous avons beaucoup appris. Du CPT versus Premier ministre, nous avons appris énormément de choses. Nous avons pu comprendre et être au courant des erreurs commises tant par l'un que par l'autre. Donc nous avons appris quelque chose. Maintenant, la formule ne me dérange pas, honnêtement, puisqu'elle me permet de jauger ce que l'un fait et que l'autre, et si l'autre pouvait faire autrement ou quelle est la proposition de l'autre. Ça permettrait aux partis politiques de se prononcer sur la meilleure formule, de donner raison à l'un contre l'autre et de faire les choses. Je ne pense pas que ce soit malsain. Alors que si le pouvoir restait, ou la décision n'était donnée qu'à une seule entité, il n'y aurait plus de discussion, nous aurions moins de chances d'être au courant des bévues. Oui, mais le Parlement devrait jouer ce rôle, le rôle de contre-pouvoir. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un pouvoir et d'un contre-pouvoir au sein même de l'exécutif en même temps? Mais si ça marche bien. Oui, mais ça n'a pas marché. Ou peut-être ça n'a jamais marché. Rien n'a jamais marché en Haïti. Nous n'avons jamais eu de Parlement à marcher correctement. Donc, on ne peut pas se baser sur le Parlement que nous aurons et puis nous dire... Ça veut dire que c'est comme si on me demandait de me contenter. Je dis, ça a déjà des problèmes. Donc, on ne va pas ajouter l'autre problème encore. Il faut bien que des formules soient essayées. Si la formule est correcte au sein du gouvernement, si le président peut s'occuper de la diplomatie, entièrement responsable de la diplomatie, c'est une chose. Et le Premier ministre de l'administration publique... Voilà. Donc, ce serait des tâches partagées et sur lesquelles il y aurait eu des discussions. Il y en aura toujours. Il y aura toujours des mésententes sur certaines manières de faire autre chose. Et moi, je crois que c'est intéressant. Cette compétition est intéressante. Moi, je vote pour que la primature reste en termes d'institution. Et je crois qu'elle peut balancer certaines choses. Et cette compétition-là permet d'éviter. Mais est-ce que cela ne va pas empêcher les plans ou encore les stratégies du gouvernement, de l'exécutif ou encore du président si le président a un plan, justement des programmes à réaliser, etc., donc est-ce que cette compétition qui existe ne va
pas empêcher leur réalisation. Donc, si le Parlement est d'accord avec le président, à ce moment, ils vont évoquer le Premier ministre. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que si vous avez deux entités seulement, Parlement et président, le Parlement peut ne pas être intéressé aujourd'hui. Il fera de révoquer des ministres, il fera toutes sortes de choses. Le président va exécuter ce qu'il doit exécuter. Si vous avez un Premier ministre et que ou le Premier ministre ou le président ne font pas leur travail, il y a le Parlement maintenant qui va jouer et aider l'un à mettre l'autre en difficulté. Donc c'est intéressant. Mais récemment, il y a le secrétaire d'État à la sécurité publique qui a dit que il y avait des difficultés pour rétablir la sécurité, notamment au niveau de la route nationale numéro 2. Et il a même pointé du doigt le CPT, c'est-à-dire il y avait des problèmes. Donc, entre le problème qui existe entre... Ce qu'il a dit, c'est que il a dit que les rumeurs de coup d'État voilà. ont empêché de continuer les opérations contre les gangs. Évidemment. Ça veut dire qu'il a confirmé qu'il y avait des tentatives de coup d'État. Puisque on ne pourrait jamais démobiliser un théâtre d'opération pour venir s'occuper de rumeurs. Ça, la police ne ferait jamais ça. Donc s'il a dit qu'on a dû stopper des opérations en cours à cause de rumeurs, c'est qu'ils n'étaient pas des rumeurs. Donc il a voulu se décharger de cette responsabilité, de la responsabilité des dites rumeurs. Mais il y a eu effectivement tentative de coup d'État, toujours, d'après M. Marion Desol, du moins, c'est ce que je comprends de ce qu'il a dit. Puisque je suis sûr qu'on ne déblaye pas, qu'on ne arrête pas un théâtre d'opération pour les rumeurs. Ça, c'est clair. On va refermer l'entrevue, M. Larac. Alors, aujourd'hui, on est le 7 février. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? C'est-à-dire, est-ce que, selon vous, ça ira mieux avec un exécutif monocéphale ou est-ce qu'on aura pratiquement à tâtonner encore et encore, juste une transition qui ne va vraiment pas finir? Bon, ce qui va se passer, c'est que Alexis Didier-Fils-Aimé, ce soir, va, après son conseil des ministres, va nous dire probablement quel ministre il va envoyer, quel ministre il va remplacer. J'espère. Avec ça, on aura une idée plus ou moins de la capacité ou bien de ce qui va se faire à partir des nouveaux ministères. Les conseillers présidents sont en train probablement de se réunir ou de travailler par Zoom, à savoir comment ils vont organiser l'opposition à Alexis Didier-Fils-Aimé, donc ils rentrent dans leur cantonnement. Les conseillers d'Alexis Didier-Fils-Aimé, d'un côté, vont s'asseoir pour voir comment ils vont y faire face. Donc le pays n'est pas encore en discussion. Maintenant, nous allons savoir, puisque les acteurs de la sécurité, ça veut dire que le directeur général, par exemple, qui a les mains libres maintenant, parce que c'est l'allié d'Alexis Didier-Fils-Aimé, va être beaucoup plus libre pour prendre certaines décisions. Mais là encore, il y a une troisième carte, il y a l'international, qui va décider de ce qui va être fait et comment ça doit être présenté. Donc, vous savez, le pays est incertain, mais il est toujours résumé avec une expression que j'aime beaucoup. Quand on n'arrive pas à trouver d'explication correcte sur ces choses, ils disent souvent « pays à bassin ». Donc, en tout cas, ça résume c'est-à-dire, Haïti. même si le CPT même si c'est du passé, on est encore dans une crise extrêmement profonde. Le CPT, ce sont des partis politiques. Les partis politiques, ce sont des intérêts économiques. Les intérêts économiques sont menacés. Si un ministre est révoqué, celui qui l'avait recommandé ne va plus toucher le dividende de la nomination. L'économie, c'est le nerf de la guerre, quand même. Bon, je ne sais pas s'il est celui de la guerre chez nous, mais il est certainement celui de l'opposition, en quelque sorte. Ça veut dire que, est-ce que l'opposition payante va sacrifier ce qu'il a déjà acquis, mal acquis, mais acquis quand même, pendant ce laps de temps-là, pour s'opposer à Alexis Didier-Fils-Aimé, ou bien est-ce qu'il va se faire de beaux jours à Saint-Martin, en Martinique, en Guadeloupe, et un petit peu au Mexique? Est-ce qu'ils vont partir?
Nous avons vu des avis de recherche sur certaines personnes. Et nous allons voir si ces personnes vont eux-mêmes prendre la fuite, s'ils ne l'ont pas encore fait. Ou se rendre à la justice quand même. C'est peu probable. Il n'y a jamais eu de personnes qui se soient rendues vraiment à la justice. Jamais eu. Et ceux qui sont soi-disant emprisonnés là maintenant, il faudrait aller les voir. Je crois qu'on devrait autoriser les médias à aller rendre visite à Badjo, à Delma 33, à choses pour voir dans quel état ils vivent. Parce que je suis sûr qu'ils ne sont pas enfermés dans les cellules comme des autres ouvriers et des autres prisonniers. C'est comme une sorte de cage dorée, non? Ah, je ne sais pas. Mais s'il y a Internet avec Starlink pour que Badjo envoie des emails, je doute fort qu'ils sont emprisonnés comme n'importe quel prisonnier. Donc il faudrait aller voir ça. Eh bien, on va réaliser le travail. Merci, M. Larac, d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Alors, on referme cette édition spéciale, une émission qui a été réalisée justement après la cérémonie, pas de passation de pouvoir, mais plutôt le CPT qui a mis fin, ou encore l'expiration de l'accord du 3 avril 2024 a permis à Alix Zéphizémé de rester seul à la tête du pays et une cérémonie a été réalisée à la Villa d'accueil aujourd'hui. Ce soir, il doit s'adresser à la nation. On va probablement savoir comment va être la gouvernance du pays dans les prochains jours. Restez sur Métropole et nous vous tiendrons informés de la suite.